Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 5 novembre 2021. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que ma newsletter mensuelle sortira la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez recevoir un peu du contenu sur les marchés. Cette newsletter, bien évidemment, est gratuite. Et ce mois-ci, le thème normalement devrait porter sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo pour vous inscrire à cette fameuse newsletter qui devrait être publiée, je pense, en tout cas, elle sera envoyée d'ici mardi ou mercredi prochain. Pour terminer la semaine, maintenant, direction les marchés où les investisseurs attendent le rapport mensuel sur l'emploi, le NFP. Là aussi, nous avons quand même un gros catalyseur en ligne de mire. On a eu pas mal d'annonces de banquiers centraux cette semaine avec quelques petites annonces de Christine Lagarde, mais surtout Jérôme Powell. Et hier, nous avons eu aussi la BOE, la Bank of England. Alors, côté US, Wall Street a un petit peu terminé en ordre dispersé avec la hausse du secteur des semi-conducteurs permettant, encore une fois, à l'indice S&P 500 et au Nasdaq d'inscrire des records de clôture pour la 6e séance d'affilée, alors que le Dow Jones, lui, cédait du terrain avec notamment les valeurs bancaires au lendemain justement des décisions de la Réserve fédérale. Et pour rappel, la Banque centrale américaine avait annoncé mercredi, comme attendu, qu'elle allait réduire ses achats d'obligations sur les marchés, mais elle n'a donné aucun signal suggérant qu'elle pourrait relever les taux d'intérêt plutôt que prévu. Ce qui a un peu surpris une partie des investisseurs. Globalement, on a une réaction, cette réaction en tout cas a favorisé la baisse des rendements des bons du Trésor hier. Celui des titres à 10 ans a chuté de plus de 5 points de base et le secteur bancaire en a aussi fait les frais, forcément. Le secteur bancaire avait quand même été boosté et dopé par la hausse des taux, les rendements obligataires. Et là, on a eu un repli du taux à 10 ans. Par conséquent, JP Morgan a perdu 1,3%, Bank of America un peu plus de 2%, Goldman Sachs pareil. Et forcément, le secteur S&P 500 des financières a lui subi quand même une forte baisse. En parallèle, on a quand même toujours la Banque centrale américaine qui a annoncé qu'elle allait réduire ses achats sur les marchés, donc le fameux tapering, mais qui n'est absolument pas un tapering, soyons clairs. On parle seulement, je rappelle, d'une réduction de 15 milliards par mois. C'est minime. Il n'y a pas de tapering. 15 milliards, rendez-vous bien compte, c'est une goutte d'eau, très clairement, dans cet océan de liquidités dans lequel baignent les marchés depuis maintenant plus de quasiment 18 mois. Alors 15 milliards qu'on a injecté en l'espace, comme je vous le disais, de 18 mois, plus de 10 000 milliards sur les marchés, autant vous dire que je n'appelle cela, en tout cas, je ne considère pas que la Banque centrale américaine a effectué un tapering, mais plutôt une annonce très clairement pouvant, comment dire ça, permettre au marché de les rassurer, d'éviter une dégringolade, une annonce pour dire oui, elle effectue un tapering, mais c'est pas comme si elle avait annoncé un tapering avec une réduction des achats d'actifs aux alentours de 120 milliards, comme ce qui était prévu, il me semble, à la base. Beaucoup s'attendaient à une réduction de 120 milliards. Là, oui, ça aurait pu déranger un peu le marché, qui est maintenant sous perfusion, comme je vous le disais. Mais là, très clairement, vous voyez, on voit sur les indices, la Fed bat son plein et je considère que nous avons eu un pseudo-tapering de la part de Jérôme Powell cette semaine. Enfin, sur les 420 sociétés du S&P 500 qui ont publié leur trimestriel,
l'indice devrait quand même afficher, en tout cas les profits de l'indice devraient afficher un bond maintenant de 41,2% sur un an selon les chiffres de Refinitiv. Donc là encore, force est de constater, maintenant on a quasiment toutes les sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels. C'est plutôt encourageant pour la suite. En tout cas, les entreprises n'ont pas déçu, des résultats extrêmement solides et plutôt bien accueillis, surtout outre-Atlantique, même si en Europe, quand même, je note qu'on a eu aussi un joli feu d'artifice sur les résultats. Dans l'ensemble, très clairement, les résultats sont plutôt bons. Enfin, les résultats trimestriels sont plutôt bons dans l'ensemble. Sur le front macroéconomique, nous avons donc les inscriptions au chômage qui ont de nouveau baissé la semaine dernière pour tomber à leur plus bas niveau depuis près de 20 mois. Les investisseurs, comme vous le savez, maintenant attendent vendredi le rapport mensuel du département du travail. Et donc, est-ce qu'on va terminer et clôturer la semaine en beauté? En tout cas, on en est bien parti, car si on regarde ce matin du côté des bourses européennes, elles sont certes en légère hausse, mais cela suffit au CAC 40 pour atteindre un pic absolu. L'indice parisien a justement dépassé le seuil symbolique des 7000 points. Donc, ce dernier a inscrit un nouveau record. Il enchaîne sa 7e séance de gains, portée, comme je vous le disais, par de bons résultats de société et surtout les annonces plutôt accommodantes des principales banques centrales. Très clairement, pour les annonces que Jérôme Powell a faites, on a eu un mini tour de vis, mais c'est même pas un tour de vis. On reste encore très clairement dans une politique monétaire ultra accommodante. Et je n'appelle pas cela, en tout cas pour moi, tapering, une réduction des achats d'actifs qu'on voit actuellement au niveau des marchés. On pourrait s'attendre quand même à un tour de vis un peu plus conséquent. Maintenant, l'indice mondial, le MSCI, lui aussi a touché un plus haut historique jeudi et signé son 4e record consécutif de clôture. Le Stoxx 600, le CAC 40 lui aussi, mais le DAX ont également inscrit de nouveaux plus hauts après les décisions jugées rassurantes de plusieurs grandes banques centrales cette semaine. Alors certes, je ne vais pas me répéter, mais oui, concernant la Fed autour du tapering, mais surtout Jérôme Powell a indiqué qu'il se montrait patient avant de relever ses taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre, prenant par surprise les marchés, a maintenu son taux directeur à un niveau historiquement bas à l'issue de sa réunion jeudi, alors que les opérateurs s'attendaient quand même à des hausses de taux. Et enfin, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, avait quant à elle mercredi indiqué qu'une hausse de taux l'année prochaine était très improbable. Donc, très clairement, une situation plutôt très favorable pour les marchés financiers. Par conséquent, derrière, tout explose et les indices enregistrent de nouveaux records. Toutefois, attention à ne pas rentrer en dernier lors d'une accélération, en tout cas en pleine accélération haussière, car là j'estime qu'il y a quand même une odeur d'euphorie qui règne sur les marchés. On fera le point justement dans la partie macro. Pour terminer, la prudence devrait quelque peu dominer avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi, le NFP aux États-Unis à 14h30. Le marché attend un rebond des créations de postes à 450 000 après un ralentissement inattendu en septembre à 194 000. Donc, le catalyseur pour finir et clôturer la semaine, c'est le NFP cet après-midi à 14h30. Côté macro, tout s'emballe, tout explose, tout monte un peu trop vite, un peu trop fort même. C'est pas pour autant qu'il faut crier à la bulle, mais il y a une odeur d'euphorie en tout cas sur les marchés. Très clairement, là, ici, c'est le graphique qui représente justement la capitalisation boursière, enfin la capitalisation des entreprises cotées avec un PER supérieur à 20.
Et ici, on dépasse le niveau des années 2000. On a eu une hausse quasiment à la verticale. Donc oui, forcément, cela invite à la prudence, qu'on voit que on a une hausse verticale, parabolique, sur ces sociétés qui ont un PER de 20. Donc, en même temps, forcément, ça nous fait penser à la bulle des dot-com ici, où derrière, bah, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, effectivement, le sentiment que tout est merveilleux et que tout va bien et que derrière, on va continuer de grimper. Mais n'oubliez pas que les excès engendrent des excès. Comme je vous le disais, on dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle rime. Et quand je vois cette hausse stratosphérique, je m'attends forcément à une correction assez violente. Après, ça peut encore durer très clairement encore plusieurs mois. C'est très difficile de savoir à quel moment la correction va s'effectuer ou l'éclatement de la bulle si c'est une bulle. Néanmoins, ce que je note aussi pour ne pas crier non plus à la bulle trop vite, mais plutôt surtout à l'euphorie, par contre, c'est que les ratios boursiers qu'on a l'habitude d'utiliser, les multiples boursiers de valorisation comme le PER, le Price Earning Ratio, le BDA, bref, il existe une multitude de ratios boursiers qui permettent de valoriser les marchés, actions notamment, et je trouve que depuis quelque temps, ces ratios sont complètement décorrélés de la réalité et n'ont plus vraiment aucune valeur. Je m'explique dans le sens où certes, ces ratios sont pertinents, ils permettent d'établir une valorisation d'un point de vue fondamental des sociétés, mais actuellement, quand on regarde ces ratios, on est vraiment sur des niveaux extrêmes qu'on n'a jamais vus depuis, c'est du jamais vu depuis l'histoire boursière, tout simplement. Et tout cela s'explique simplement par la masse monétaire. Encore une fois, si on prend, je vous avais déjà montré cet indicateur, mais je vous invite à aller le consulter, l'indicateur de Warren Buffett, qui permet un peu de situer le marché, s'il est un peu en territoire de bulle ou non, la capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB mondial, et qu'on regarde l'indicateur de Warren Buffett, la zone de bulle, c'est quand on dépasse les 100%. Aujourd'hui, l'indicateur est à plus de 140%. Et ça fait depuis pas mal de mois maintenant qu'on évolue au-dessus des 100%. On peut très bien monter à 160 comme à 170%. Pourquoi pas 200% même. Donc là, encore une fois, en fait, c'est le problème de la masse monétaire qui vient déstructurer, si vous voulez, la notion et la relation qu'on avait avec ces fameux ratios boursiers. Donc là, très clairement, avec ce PER supérieur de 20, donc oui, on prend des échantillons sur lesquels on se basait par le passé pour évaluer le niveau de valorisation. Donc forcément, on obtient, on se dit, mince, ça commence à devenir, on est peut-être monté un peu haut, un peu fort, le marché est en territoire de bulle, mais dites-vous bien que les banquiers centraux vont rester encore très présents, que les marchés sont sous perfusion et que c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à sevrer une personne qui est sous perfusion, en tout cas entre parenthèses un drogué, très clairement. Donc là ici, pour l'ensemble des ratios boursiers, effectivement, je trouve qu'il reste quand même pertinent, bien évidemment, mais il ne faut pas se fier aveuglément, si vous voulez, à ces ratios, étant donné qu'on a une masse monétaire tellement importante depuis 18 mois que maintenant, forcément, on obtient des résultats un peu stratosphériques. Voilà ce qu'il fallait retenir, en tout cas concernant la forte valorisation des multiples boursiers ou des ratios boursiers. Pour le coup, effectivement, on commence à rentrer dans une phase d'euphorie, très clairement.
Si on regarde le Nasdaq ici, on est en pleine accélération haussière. Rappelez-vous, en début de semaine, ou hier, je ne sais plus, je vous ai partagé avec vous l'indicateur Fear and Greed Index, l'indice de peur et d'avidité, et on était en extrême avidité. Après, on était seulement à 83, mais voilà, rendez-vous bien compte que ici, le Nasdaq avait pour habitude d'évoluer dans un canal haussier, et là, en clôturière, bon, on s'est quand même offert le luxe de sortir par le haut de ce canal. L'indicateur Fear and Greed commence doucement à se rapprocher de la zone, on est dedans, mais vraiment en pleine zone d'extrême avidité, donc d'euphorie. Voilà pourquoi je commence maintenant à me méfier. Certes, ça reste haussier, bien évidemment, mais si vous êtes un investisseur action, c'est pas le moment de rentrer sur un tel marché. Il faudra attendre une correction. Là, encore une fois, il faut pas payer non plus bêtement les sommets, bien au contraire, surtout si vous êtes plutôt un investisseur moyen long terme, attendre un repli, déjà voir si ici on a un bull trap, on pourrait très bien venir pullbacker ce canal avant de partir et exploser en fin d'année. Sinon, en cas de bull trap et de réintégration, eh bien attendre au moins un repli, car là, tout est haut, tout monte vite, trop vite même, donc attention aux excès. Et je considère maintenant que les investisseurs qui se sont positionnés plus tôt par ici, suite à la fin de la correction, eh bien, doivent procéder à de la gestion de portefeuille plutôt que ajouter de nouvelles lignes. Là, très clairement, c'est trop tard. Il fallait plutôt se positionner ici. On a un CAC 40 à 7000 points, un Nasdaq qui explose, un S&P 500 qui explose, un DAX qui explose aussi. Bref, tout explose. Donc, ne cédons pas à l'euphorie ni au syndrome du FOMO. Je vous invite plutôt à faire de la gestion de portefeuille, remonter vos stops, penser à prendre quelques bénéfices ou bien même alléger quelques lignes dans votre portefeuille. Côté graphique, justement. Ici, nous avons notre bon vieux CAC 40 qui explose aussi ce matin encore. C'est haussier, aucune raison de se mettre à contre-courant. Comme je vous le disais, oui, il y a une odeur d'euphorie actuellement qui règne sur les marchés. Est-ce qu'il faut vendre pour autant? Non. On attendra un signal technique, on attendra un élément nous indiquant que le marché commence à s'essouffler, mais là, on peut très bien tout arracher et aller chercher la borne haute du canal. Est-ce qu'on peut terminer l'année en beauté? Oui, très clairement. En pleine euphorie, je pense qu'on peut très bien aller chercher les 7250 points. C'est un objectif 7250, 7270. En gros, ce serait de retourner chercher la borne haute de ce canal. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible. C'est une hausse d'ici la fin de l'année de allez, à peu près 3%. C'est plausible, tout à fait envisageable. Et généralement, les marchés corrigent après la dernière vague, enfin, corrigent même violemment après une dernière vague d'euphorie. Et là, j'ai l'impression qu'on a débuté cette vague d'euphorie depuis quelques jours. Attendons de voir quand même le rapport sur l'emploi américain. Mais s'il est globalement bien accueilli, le CAC 40 pourrait prendre encore, pourrait clôturer en prenant 1,5% cet après-midi. Donc là, on a une très belle semaine. Je ne passe pas vendeur pour autant. On est vraiment dans une semaine flux. On a été dopé par les annonces des banquiers centraux. Plutôt complaisant et ultra accommodant une fois de plus. De ce fait, eh bien, pour les investisseurs, c'est toujours la fête, très clairement, et ils payent le marché. En données daily, bon, ma cible en cas de grosse correction, ce sera ce gap ici. Pour moi, on a un magnifique gap à venir combler, ce sera le gap mensuel.
dès que j'ai un signal baissier, très clairement, mon objectif, vous le savez, ce sera ce gap-là à venir chercher. Là, c'est vraiment le marché a une mémoire, très clairement. Et là, ce sera vraiment un niveau à venir combler et où on pourra prendre des bénéfices suite à une vente. Pour l'heure, c'est aussi en fait compliqué de vendre ici. Quel est le signal? Il n'y en a absolument aucun. Tout monte fort et vite. On dépasse le seuil psychologique des 7000 points, on accélère. Comme je vous dis, on peut vraiment terminer en beauté et finir cette dernière jambe de haut. C'est ici, bim, commencer à s'essouffler et entamer une correction. Là, quand je vois ce marché, alors bravo à celles et ceux qui sont vendeurs. Pour ma part, à la cassure ici, je vous disais, je voyais bien le comblement du gap. Pourquoi pas maintenant aller chercher les 7000 points à la cassure des plus hauts, mais ici, je n'ai vraiment pas le courage de mettre un plan de trading à la hausse sur une telle accélération. Là, on est vraiment à l'unité de Cannes qui jaune. Pour moi, là, c'est plutôt du FOMO, très clairement. C'est céder à l'euphorie sur potentiellement un sommet. Donc, voilà pourquoi je vous invitais plutôt à faire de la gestion de position de portefeuille. Un RSI qui, quand même, commence doucement à rentrer dans une zone extrême surachat. Mais encore une fois, en données 4 heures, j'aimerais au moins une bougie 4 heures de retournement. Et là, le marché pourrait très bien hop, se dégonfler, souffler, retomber sur les 7000, hop, avant de repartir. Mais pour l'instant, sur toutes les unités de temps vraiment mensuelles, hebdomadaires, 4 heures horaires, c'est haussier et nous n'avons aucun signal de retournement. Donc, on fera le point surtout la semaine prochaine, notamment après le rapport sur l'emploi américain. Mais pour l'heure, oui, une correction ferait beaucoup de bien au marché et ça permettrait un peu de souffler et, pour ainsi repartir de plus belle. Mais est-ce que vendre maintenant, c'est une solution? Je ne pense pas. Pour moi, c'est encore trop tôt et nous n'avons pas de signal de retournement. Le DAX, donc là, pareil, je vais attendre la clôture. Autant le DAX, on est moins en euphorie que sur le CAC 40, étant donné qu'on est dans un range, mais là, pareil, on a quand même eu une belle accélération. Sur la semaine, c'est la clôture qui va m'intéresser sur le DAX. Là, pour le coup, j'ai hâte de voir si on va casser la borne haute du range ou pas. Ce setup de cassure Tenkan-Kijun June est toujours valable. Pour l'instant, il fonctionne. Et effectivement, si on casse, tout porte à croire qu'on pourrait vraiment avoir encore une impulsion haussière plus haute. C'est moins la hausse et me dérange un peu moins sur le DAX, étant donné quand même qu'on consolidait dans un range, alors que le CAC 40, vraiment, on est en hausse parabolique maintenant depuis bientôt quelques séances. Donc là, pareil, gros niveau à surveiller pour moi. On est dans la zone chaude, 16 000, 16 050 points. Pour autant, est-ce qu'il faut vendre? Vous connaissez ma réponse. Je vois toujours pas de signal de retournement. Alors oui, on commence à voir un gruyère avec plusieurs gaps à venir combler. Mais pour l'instant, le marché reste extrêmement solide, extrêmement fort. Et les acheteurs ne lâchent rien. À suivre cet après-midi avec le NFP et surtout hâte de voir la clôture hebdomadaire pour voir si oui ou non on dépasse, rappelez-vous, la borne haute du canal mensuel et derrière, est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus du range. Concernant le Dow Jones, même constat. On est sur un beau niveau de résistance, enfin on est juste au-dessus, on est venu pullbacker là, la borne haute de ce canal. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre? Je ne pense pas.
En tout cas, déjà, on attendra le NFP. Là, faire du trading avant de telles annonces, c'est juste suicidaire, très clairement. Surtout si vous faites du scalping ou de l'intraday. Attendez au moins que le marché digère le rapport mensuel sur l'emploi. Mais sinon, même constat, hein, c'est vrai que le tour d'horizon sur les indices est vraiment très rapide. Les indices sont haut perfés. Les acheteurs continuent d'acheter, continuent de payer, ne lâchent rien, et les vendeurs n'arrivent pas du tout à prendre la main, ne serait-ce que pour une petite correction. Donc là, en données 4 heures, c'est la même chose. Acheter là, bon, j'ai toujours le sentiment en fait que la hausse me paraît limitée quand même. Potentiel de hausse me paraît limité, alors que le potentiel de baisse, lui, me paraît plus conséquent. Mais encore une fois, j'ai beau regarder le cash ou les futurs, et pour moi, c'est toujours trop tôt. Absolument aucun signal baissier, aucun signal vendeur. Des creux et des sommets de plus en plus hauts. Ça reste haussier, on est au-dessus des zones. En données 4 heures, on est bien orienté. On n'est pas non plus en zone de surachat. Soutenu par la MM50 qui arrive, plaqué jaune, bref. Ça reste haussier, tout simplement. Donc là, on peut de nouveau aller chercher des nouveaux objectifs, effectivement. Ce serait d'aller 36 500. 36 500, bravo à celles et ceux qui arrivent à payer maintenant, en tout cas. Mais si on continue sur cette lancée, effectivement, et qu'on a bien une sortie par l'eau de ce canal, derrière, l'objectif, ce serait d'aller chercher à court terme 36 500 points. Une hausse quasiment de 1,25, pourquoi pas un peu plus, et puis le CAC 40 irait chercher la borne haute de son canal mensuel. Voilà le point sur les indices, mais pour moi, rien de bien croustillant, en tout cas, ça reste quand même sur des niveaux assez élevés, mais difficile de mettre en place un plan de trading. Pour le coup, sur le Forex, c'était quand même un peu plus stimulant cette semaine. Pas mal de plans se sont déclenchés, et surtout, pas mal d'objectifs ont été atteints. Alors, commençons avec l'euro-dollar. Pour moi, je vise vraiment toujours 1,1460 et 1,1370 sur l'euro-dollar. Je sens que ce support va quand même céder sous la pression vendeuse. J'ai beaucoup trop de signaux techniques baissiers, hein, comme évoqué avec vous durant toute la semaine avec le fameux double top, le magnifique pullback. Si vous regardez le dollar basket, on a l'inverse, un magnifique double creux qui est validé. Une dynamique baissière en place depuis mai 2021. Une magnifique cassure Tenkan-Key jaune, bon, un peu un dérivé, encore une fois, mais une belle bougie flux baissière avalement qui pète le support. De nouveau ici, cassure Tenkan-Key jaune, bref. Il y a juste ce niveau de support là qui empêche vraiment une nouvelle jambe de baisse, une nouvelle accélération. Mais comme je vous le disais, voilà, pour moi, je pense que peut-être que certains se sont déjà positionnés à la vente, mais en cas de cassure, un stop loss au-dessus des plus hauts pour aller chercher 1,1460, 1,1370, et mon objectif final à long terme, ce serait les 1,1180. Donc attendons, peut-être que le support va céder après le rapport, le NFP justement. Mais globalement, je garde un biais baissier sur l'euro, tous les rebonds sont vendus, on a eu un espoir de reprise ici, puis derrière c'est retombé, donc vraiment la configuration demeure baissière, les acheteurs ne sont pas très présents, les supports semblent quand même assez fragiles, hein, testés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, je pense que le support va finir par céder, et dans ce cas-là, il faudra aller chercher les 1,1460 et les 1,1370. Sinon, si ça tient, effectivement, ce serait un range à venir entre 1,1530 et 1,1685.
Mais là, encore une fois, effectivement, si c'est bien la borne basse, il n'y a aucun chantier de retournement. Donc là, les vendeurs, pour moi, sont en train d'enfoncer le clou. On attend le NFP et derrière, voyons voir si le dollar se renforce, auquel cas, comme je vous le disais, il faudra aller chercher 1,1460 et 1,1370. Le GBP USD, donc là pour le coup c'est un plan plutôt compliqué à mettre, enfin compliqué, je l'avais vaguement évoqué pour le coup, je n'avais pas autant de conviction que sur d'autres plans, mais je vous parlais justement de cette fameuse zone en début de semaine avec le pullback à venir chercher. Très risqué étant donné qu'il y avait quand même les annonces de la BOE hier, et peut-être que certains d'entre vous, suite à l'apparition de ce canal avec la cassure de la fameuse zone de polarité, on en profitait du pullback pour se positionner. Hier, je vous disais, juste avant les annonces de la BOE, de protéger votre trade. Il y avait une petite marge d'avance. Et derrière, pour moi, c'était important de mettre votre stop à break-even. Et je vous disais de viser 1,3572 et 1,3460 en TP final. Donc là, l'objectif a été atteint ce matin. Donc, belle réaction, enfin belle vague de baisse en l'espace de 2 jours sur le GBP-USD. Maintenant, si ça casse ce niveau, forcément, on ira chercher la borne basse du canal. Mais pour moi, le plus gros a été fait. Pareil, à surveiller. Vous pouvez encore baisser votre stop maintenant, mettre un stop win. Mais le gros niveau que je cherchais, c'était les 1,3460. Donc, il y a une prise de bénéfice qui doit s'opérer sur ce niveau-là. Là, on est en train quand même de casser le support. Donc derrière, pareil, ça peut être intéressant d'aller chercher, de garder un petit reliquat pour aller chercher un peu plus bas. 1,3355, soit la borne basse du canal. Et ici, ce sera vraiment la fin du trade. Donc voilà, plutôt un suivi sur le GBP-USD, même si le trade était quand même assez audacieux. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi. Je sais que beaucoup me demandent d'analyser la paire GBP-USD. Donc là, c'est plutôt un suivi sur potentiellement un setup qu'on pouvait jouer en début de semaine en prenant le risque juste avant surtout les annonces de la BOE. Donc là pareil, en données 4 heures, c'est quand même très beau, on a des belles bougies flux baissières, on accélère, on a bien cassé le support, pas de chantier de retournement toujours, donc tout porte à croire qu'on pourrait continuer cette dégringolade pour aller chercher le fameux niveau que je viens d'évoquer avec vous, la borne basse du canal baissier couplée au support horizontal des 1,3350. L'AUD USD, alors là pour le coup, c'était mis en place ce setup en début de semaine avec le pullback ici et objectif atteint. Là, pour moi, c'est fait. Je vous disais qu'il faut aller chercher la zone hebdomadaire et on est venu la taper au pips près. Donc maintenant, fin du trade, quoique je vous disais aussi que ça pouvait être intéressant de garder un reliquat si la zone venait à céder sous la pression vendeuse, car effectivement, on est quand même sur une zone hebdomadaire. Hop, ce sera plus propre. On est sur une zone hebdomadaire, objectif fait, TP1 fait. Maintenant, si cette zone cède, on pourrait avoir une belle accélération. Donc là, prenez une bonne partie des bénéfices, mettez votre stop en stop win, même pas break-even, et attendons cet après-midi, étant donné que le dollar devrait forcément réagir. Et derrière, si on casse la zone, on pourrait aller chercher bien plus bas. Donc là, pareil, je ferai le suivi la semaine prochaine pour savoir si oui ou non cette zone a finalement cédé. On est quand même sur un gros niveau, MM50, zone hebdomadaire de prix, donc ne soyez pas trop cupide et pareil, pensez quand même toujours à réaliser vos gains. Et maintenant, on laisse faire le marché, car effectivement, si on casse ce niveau, si vous avez gardé un petit reliquat, ça peut vraiment vous offrir un super trade derrière avec un excellent ratio surtout.
c'est sur ce genre de trade que généralement vous faites la différence à la fin de l'année. Et c'est sur ce genre de trade surtout que derrière, si vous avez la capacité à garder un reliquat, eh bien vous faites de la performance. Pour terminer, l'AUD yen, je surveillais les paires en yen cette semaine. Et là, c'est plutôt bien parti aussi. Ce fameux double top avec les deux avalements baissiers qu'on avait eus, qui montraient quand même pas mal de faiblesse dans la part, enfin, d'essoufflement dans ce mouvement haussier qu'on avait instauré depuis fin septembre. Là, plusieurs chandeliers de retournement et derrière, effectivement, la cassure a été confirmée avec une dégringolade en cours. Donc là, l'objectif, ce serait d'aller chercher cette zone ici. Là, il y a tout qui va converger, plaqué de jaune, MM50, MM200. Et pareil, je m'intéresserai à ce niveau sur touchette pour déclencher un plan acheteur. Pour l'instant, je reste baissier avec un objectif ici. Voilà, en données 4 heures, c'est très propre. Et l'objectif théorique, c'est la zone, à peu près. La ligne de coup est un peu plus haut, on attendait quand même la cassure du support ici. Donc là, jeudi, avec la belle bougie en début de séance, on a eu confirmation. Derrière, c'est en train de partir à la baisse. Et maintenant, l'objectif théorique de ce double top, car la ligne de coup est ici, ça nous donne normalement la fameuse zone que j'ai évoquée avec vous. Voilà, juste ici. Donc là, pareil, pour moi, il y a de la place. Le marché devrait continuer sa dégringolade. Prise de bénéfices à effectuer juste ici, sur ce beau niveau de support. Et là, il faudra chercher par contre un signal de retournement pour tenter de se repositionner dans le sens du flux. En tout cas, c'est la stratégie que je vais adopter la semaine prochaine, une fois que le marché sera venu faire son TP sur cette fameuse zone. Donc, voilà concernant le Forex sur tous les plans qui ont été mis en place cette semaine et qui, dans l'ensemble, se sont plutôt bien déroulés. Concernant le gold, maintenant, je reste toujours à l'écart sur le gold. Pour moi, circuler, il n'y a rien à voir. Rien n'a changé. Toujours compressé, prisonnier, enfermé dans un étau, prisonnier dans cette entre voilà, MM50, petite jaune, Platen Can, au milieu d'une zone. On ne sait pas vraiment, le marché hésite, on ne sait pas vraiment ce que doit faire le marché, très clairement. Il ne se passe absolument rien, il n'y a pas d'action. Aller sur des marchés où il y a de l'action, où il y a du flux, où il y a un peu de volatilité, où il y a une tendance, vous verrez que ce sera bien plus facile d'investir et de trader dans ces conditions-là. Maintenant, pour moi, rien n'a. On est au même stade finalement, rien n'a changé, retour à la case départ. Et vous connaissez le filtre que je vais utiliser, ça reste le filtre mensuel. Je veux voir d'ici la fin du mois une explosion des deux côtés du cours de l'or, pour savoir effectivement si enfin on va repartir dans le sens de la tendance. Pour l'heure, tant qu'on est enfermé entre Platen Can, plaque jaune, pour moi, il n'y a absolument rien à faire à part se prendre des portes de sell-on et des bull traps et des bear traps, bien évidemment. En données 4 heures, c'est exactement la même chose, c'est un peu en mode yo-yo. C'est vraiment des marchés à éviter hein, quand on est sur des phases comme ça de yo-yo avec des faux signaux à la hausse, faux signaux à la baisse, ça repart à la hausse, puis ça repart à la baisse. Évitez vraiment ce genre de marché complexe, surtout si vous débutez. Vous allez perdre, il y a plus de chances que vous perdiez de l'argent que vous n'en gagnez, très clairement. Donc autant aller sur des beaux marchés avec des beaux plans, des belles bougies, des belles tendances, un peu de volatilité, un peu de flux, un peu d'action, bref, tous ces éléments-là qui vont derrière vous permettre
vraiment de vous positionner, de trader plus sereinement dans votre quotidien, tout simplement. Le Brent maintenant, enfin, le pétrole. Le Brent, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire, très clairement. J'ai vraiment envie de passer acheteur sur le pétrole. C'est un plan un peu audacieux, mais j'aime beaucoup la configuration, très clairement. Finalement, hier, j'étais un peu déçu. Je me disais que bon, c'est dommage, on s'arrête au milieu de nulle part, on est reparti à la hausse et boum, on est reparti en bas et on est venu taper la zone. Et ici, j'aime bien le chandelier qu'on est en train de former. Effectivement, c'était le plan aussi qu'on évoquait, que si ça repart ici, il faudra aller chercher des achats dans la zone. Je vais quand même regarder la bougie hebdomadaire. Mais c'est une zone qui m'intéresse sur le pétrole. Très clairement, j'ai plutôt envie de passer acheteur ici pour aller chercher les 89 derrière. Donc, un plan, compliqué de le mettre en place maintenant, surtout en fin de semaine, à surveiller plutôt en début de semaine prochaine. J'attends de voir quand même comment on va clôturer là en fin de semaine, mais j'aime vraiment beaucoup avec la MM50 qui arrive juste en dessous, l'énorme zone de support, on est venu la taper. J'ai l'impression que le marché va repartir derrière. En tout cas, c'est mon sentiment, c'est le plan que j'avais évoqué avec vous hier. Le plan pour moi, c'est déclenché et quand j'affine en données 4 heures, j'aime bien l'avalement qu'on a eu ici. L'avalement qu'on a fait, dans ce cas-là, ce serait un stop loss sous les plus bas ici, sous le bas de la zone, 79,56. Et derrière, en TP1, ce serait les 83. Et en TP2, ce serait 90. Mais la configuration graphique est vraiment très propre, je trouve. Absolument, on n'a aucune raison de passer vendeur ici. Alors, absolument pas pour le coup. Si on casse ce niveau, alors là, oui, je changerai de plan. Je changerai de stratégie même, car on aurait potentiellement un début de tendance baissière. Mais là, avec cette belle zone hebdomadaire, cette belle MM50, cette borne basse de canal, cet avalement 4 heures, j'ai tout simplement le sentiment que le marché a fait un creux à court terme et qu'il est peut-être potentiellement mûr pour rebondir et en cas de sortie par le haut, pareil, terminer l'année en beauté et aller chercher les 90 $. Très clairement, ça reste mon plan. Voilà. J'ai un biais haussier toujours sur le pétrole, peut-être que je me trompe, mais là, la configuration est vraiment plaisante et j'ai presque envie de mettre en place un plan de trading avec un stop loss juste en dessous. À confirmer, c'est jamais bon de trader en fin de semaine. J'attends de voir quand même l'ouverture du marché américain. Mais maintenant, vous connaissez en tout cas mon avis sur le secteur pétrolier. Je vais aller voir le light aussi, voir si la configuration est aussi propre. Mais pareil, on est venu taper dans la zone. Je préfère la configuration du WTI, mais même constat. On est dans la zone. Bon, la moyenne mobile 50 est plus loin. Pour le coup, là, ça me dérange un peu. Autant sur le Brent, elle va vraiment pas loin. Je préfère la configuration du Brent. Bon, à suivre en tout cas. Sur le WTI, je suis moins fan de la structure. Il est quand même sur un gros niveau de support. La MM50 devrait remonter. Par contre, alerte baissière si oui, on enfonce le support à la MM50. Mais pour l'heure, ça tient. Et tant que ça tient, la tendance est haussière tout simplement. J'ai l'impression qu'on a juste eu une grosse frayeur. Que derrière, le marché va finalement repartir et inscrire, pourquoi pas, de nouveaux plus hauts annuels. On fera le point surtout la semaine prochaine. Concernant les cryptos, maintenant, avec le BTC,
qui fait du surplace. Toujours, la semaine a été plutôt calme pour le BTC, très clairement. On a eu des beaux départs sur certains altcoins, Elrond, Solana, Sandbox, quoique ça retombe un peu aujourd'hui, mais sinon sur le BTC, on est sur des doji depuis maintenant 3 semaines, on n'a pas beaucoup de flux. Le sentiment que petite accalmie en tout cas sur le BTC et qu'on a des flux entrants sur certaines cryptos, enfin sur certains altcoins. Néanmoins, le marché se stabilise très clairement. Ça reste haussier toujours. Et maintenant, en données daily, j'ai pas grand chose à dire en fait, pour tout vous dire. Ouais, bon, je suis pas fan de cette parallèle. Non, très clairement, il se passe rien. Bah, bien évidemment, j'ai toujours ce biais haussier. Pour moi, on avait un peu une cassure de fanion, mais j'hésite à l'invalider très clairement, tout simplement, car généralement, un fanion derrière, c'est quand même censé être explosif et partir. Et là, on est sorti, hop, pullback, et depuis, un peu léthargique le BTC. Donc, on va quand même attendre encore un peu, voir avec l'arrivée de la MM200. Et pour moi, on est voilà, dans un canal actuellement, peut-être un gros range de consolidation. Juste ici. Tac. Non, je voulais essayer de cadrer ça dans un diamant, mais pas du tout. Non, un range de consolidation. Enfin, est-ce que c'est une phase d'accumulation de distribution? J'espère qu'on est plutôt dans une phase d'accumulation, auquel cas on aurait une nouvelle jambe de hausse. Mais après, il n'y a pas d'alerte baissière non plus, hein, ça reste haussier, on se stabilise au-dessus de notre fameuse grosse zone technique, 61 750, 58 350. Pas d'alerte tant qu'on ne fonce pas cette zone. À court terme, on est aussi soutenu par un petit canal haussier, donc pour l'instant, on teste la bande basse, mais globalement, le sentiment que le marché attend peut-être un prochain catalyseur. Voilà. Ça reste haussier, le marché reprend son souffle, il se stabilise, mais maintenant on a besoin d'un petit coup de boost, d'un petit coup de fouet pour repartir. Et en l'absence de catalyseur, eh bien, on a des flux qui profitent à d'autres crypto-monnaies qui séduisent les investisseurs à l'heure actuelle. L'Ethereum, Ethereum, ça reste aussi filtre en données 4 heures. Pourquoi pas tenter des achats sur tous les replis. Mais autant l'Ethereum, la semaine n'est pas aussi molle que sur le BTC. On a quand même eu, on n'est pas sur des doji. Petite semaine, pour l'instant, hein, la clôture c'est dimanche, mais globalement, voilà, ça reste haussier. Objectif toujours à aller chercher à 5150. Ça c'est mon TP1 et mon TP2 c'est 6150. Maintenant, le filtre en données daily. Pas d'alerte baissière, ça reste haussier à l'intérieur d'un canal. Pourquoi pas attendre un retour ici sur les 4380. 4380 à travailler avec un stop loss un peu en dessous pour hop, espérer une nouvelle jambe de hausse en direction des 5000 points, 5000 $. Pardon. Et en données 4 heures, voilà,
ce beau canal permet de cadrer la dynamique. Et effectivement, hein, on constate que tous les replis sur les anciens tops, hop, c'est payé, hop, c'est payé, hop, c'est payé. Et là, ici, voilà une zone de prix qui m'intéresse pour de nouveau tenter de rentrer sur l'Ethereum pour aller chercher les 5000 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite donc une excellente journée, de très bons trades. Encore une fois, soyez prudents, notamment à votre exposition au Forex avant le rapport du département du travail, le NFP. Et sinon, je vous souhaite aussi un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un point complet sur la planète finance.